Madame, Monsieur, bonsoir. Maroc, résultat du baccalauréat et école pionnière au menu de questions d'actu ce soir. La nuit de mardi à mercredi fut des plus angoissantes pour les parents dont les enfants ont passé le bac. Le stress des résultats était à son paroxysme. Mais voilà, pour 67,8% d'entre eux, c'était la délivrance. À ce propos, toutes nos félicitations aux jeunes bachelières et bacheliers fraîchement diplômés, sans oublier les autres qui devront passer par la case rattrapage. Nous leur souhaitons plein succès. Les détails des résultats, les nouveautés de cette édition du baccalauréat et les particularités seront analysées et débattues dans cet épisode en compagnie de nos experts. L'autre actualité que nous allons discuter est celle liée aux écoles pionnières. Le Conseil du gouvernement a donné son feu vert jeudi dernier au projet de décret relatif au label École pionnière, une nouvelle étape de franchie dans la feuille de route 2022-2026 pour une école publique de qualité. Ce nouveau projet donne un cadre opérationnel à la généralisation à terme de ce label. Cela inclut, entre autres, des primes pécuniaires allouées aux cadres et aux fonctionnaires certifiés et adhérant de manière effective au processus d'obtention de ce label. Un projet éducatif qui ambitionne de couvrir le tiers des élèves du cycle primaire l'année prochaine. Quid des autres cycles? Que représente ce label pour les résultats scolaires? Quelles seront les retombées autres de ce label pour les enseignants? Comment réussir ce nouveau pari et relever enfin le niveau de l'enseignement public au Maroc, relever ce niveau au standard de qualité et de performance? Comment, au lendemain d'un mouvement de contestation inédit qui a duré plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les enseignants pourront adhérer ou pourraient adhérer au changement? Et pour répondre à ces questions et pour représenter le ministère de l'Éducation nationale, le directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de la région Tanger-Tétouan, Husseima, Mohamed Ouaj, bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation et bonsoir. Marhaba. Avec nous également pour représenter le ministère de l'Éducation nationale, elle est inspectrice pédagogique, elle fait partie de l'équipe centrale du programme École pionnière. Ibtihaj Hamdouni, bonsoir et bienvenue à vous également sur ce plateau. Ravi d'être parmi vous. Marhaba. Et puisqu'on va parler de qualité de l'enseignement, avec nous le président de l'association marocaine pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement, la MACEN, Abnasser Naji. Bonsoir, toujours un plaisir de vous accueillir. Merci pour l'invitation. Bonsoir. Alors, ce taux de réussite de 67,8%, Mohamed Ouaj, une bonne performance? Oui, c'est une bonne performance. On a augmenté de 8 points par rapport à l'année dernière. Et en même temps, ça démontre l'effort qui a été fourni par tous les intervenants de l'école, à savoir les enseignants, les directeurs, les inspecteurs, et en même temps les partenaires, parce qu'on a eu un démarrage au début de l'année où il y a eu des séances qui ont été ratées, et en même temps on a pu se rattraper grâce à tout un dispositif qui a été mis en place par le ministère, à savoir les activités de soutien, à savoir l'effort des enseignants et enseignantes, essentiellement, et en même temps l'effort des élèves et des familles. Est-ce que, donc, qu'est-ce qui a réellement contribué concrètement? Quels sont les éléments qui ont contribué à ce que ce taux soit en hausse, en sachant que l'année scolaire a très mal commencé avec quelques grèves, un mouvement de contestation généralisé. Les élèves n'étaient pas en capacité de suivre leurs cours pendant près de 3 mois. Comment ce retard a-t-il été rattrapé? Tout d'abord, il n'y a pas eu de perturbation de 3 mois. Il s'agissait de 35 jours exactement, c'est calculé. Et en même temps, il y a eu un plan qui a été mis en place par le ministère.
à savoir la révision des dates des examens, l'augmentation de quelques jours de l'année scolaire, mais en même temps, essentiellement, à mon sens, c'est les activités de soutien. Et dans ce sens, il y a eu des activités de soutien institutionnelles, c'est-à-dire assurées par les enseignants moyennant des heures supplémentaires, mais pas que. Il y a eu aussi le soutien qui a été assuré par les partenaires, notamment INDH, et les partenaires au niveau du territoire. Donc, il faut savoir que durant les vacances de Pâques, la majorité des lycées ont travaillé durant les vacances les heures de soutien. Je pense que ces activités-là et cet arrangement des dates des examens et ce prolongement d'une dizaine de jours de l'année scolaire, tout ça a fait que on a pu atteindre cet objectif. On compare maintenant le taux de réussite de 67,8 avec une augmentation de 8% par rapport à l'année dernière, mais il ne faut pas, si on compare avec l'année d'avant, on est dans les mêmes taux de réussite. Pourquoi l'année dernière? L'année dernière, c'est la cohorte qui a aussi vécu un malheur du Covid. Donc, ce qui fait ce taux d'augmentation. Et les rassurant, ça nous tranquillise et ça a démontré qu'on a pu maîtriser, malgré ces perturbations de début de l'année scolaire, on a pu fournir l'effort qu'il faut. Et en même temps, il faut encourager, il faut féliciter les enseignants. Et une fois de retour aux classes, ils ont fait les efforts qu'il fallait faire avec les inspecteurs, l'encadrement. Donc il y a eu beaucoup de travail pour pouvoir atteindre ces résultats. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur les régions, par exemple? Bon, au niveau de notre région, on est à 64,86, avec une augmentation de 5 points par rapport à l'année dernière. Les résultats des autres régions, je ne les ai pas, mais on peut toujours, ils vont être affichés, mais je n'ai pas tous les résultats. Et ce qui est intéressant à relever aussi, c'est que le taux de réussite des filles dépasse largement celui des garçons. Exactement. Et dans ce sens, le taux de réussite des filles nationales, c'est 72%. Ça dépasse les 67,8%. Mais ça a toujours été démontré au niveau du Maroc et au niveau mondial que les filles, une fois elles ont l'occasion, elles apprennent mieux, elles sont plus ou moins plus sérieuses, même au niveau des concours. Hein. On constate maintenant les concours médecine, les concours même, le recrutement des enseignants, c'est plus les filles que les garçons. Très bien. C'est un constat mondial, il est assuré partout dans la majorité des pays du monde. Hein. Très bien, merci Mohamed Ouaj. Je me tourne vers Nasser Naji. Un taux par rapport à un benchmark peut-être international, que signifie un taux de réussite au bac à 67,8%? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est une bonne performance? Alors, si on fait la comparaison avec d'autres pays, on peut dire que ça dépend des pays. Il y a des pays qu'on peut dire ils sont très avancés au niveau des systèmes éducatifs et il y a des pays qui sont à la traîne. Donc, pour les pays qui sont développés, on peut dire que les taux de réussite sont toujours élevés. Si on prend par exemple l'exemple de la France, il table toujours entre 80 et 90%. Après session de rattrapage. Bien sûr, après session de rattrapage. Dans d'autres pays similaires, il y a à peu près les mêmes taux. Mais je pense que par rapport au Maroc, il faut analyser ces résultats bien sûr en se rappelant du contexte, un contexte particulier qui a été caractérisé par les grèves. Moi, je pense que... Cette semaine de grève, enfin les 35 jours qui ont été évoqués par Mohamed Ouaj. 35 jours, ça, ce sont les chiffres du ministère. Moi, je conteste pas les chiffres du ministère. En tout cas, on peut dire que le problème a été résolu fin décembre. Donc on peut facilement faire le calcul. Oui, il y avait au moins 3 mois de grève. Mois de grève. Effectivement, il y a bien sûr des arrêts de cours dans des régions qui ont été moins que d'autres régions, mais globalement, on peut dire que les arrêts de grève étaient très importants. De là à dire que nous avons rattrapé le temps perdu avec les mesures qui ont été installées ou bien instaurées par le ministère de l'Éducation nationale, moi je ne pense pas que les mesures qui ont été instaurées ont permis de rattraper tout le temps perdu.
Il y a d'abord le fait qu'il faut signaler peut-être positivement, c'est que le ministère a revu les programmes d'études. Ils ont revu le programme d'études pour les adapter avec cette période un peu particulière et bien sûr rétrécir un peu le contenu du programme pour qu'il soit adapté avec le temps qui est resté, le temps de 3 mois ou bien 4 mois, pour arriver à la fin de l'année scolaire. Mais en plus de ça, il faut se rappeler que, et d'après même les révélations du ministère de l'Éducation nationale, le taux d'élèves qui maîtrisent les apprentissages de base sont très faibles, c'est un taux très faible. Donc nous avons par exemple au niveau du primaire, nous ne dépassons pas 20%, au niveau du secondaire. Ce sont les derniers résultats de l'enquête PISA ou oui, ce sont d'autres chiffres que vous sortez? Donc pour PISA, il y a 25%, pour TEAMS ou PELS, il y a à peu près entre 20 et 30%. Et donc, ces élèves-là, ce sont ces élèves qui sont arrivés au bac et ils ont bien sûr participé à l'épreuve du baccalauréat. Et donc, on s'attendait que le taux de réussite soit moins que le taux qui a été révélé par le ministère de l'Éducation. Alors, donc c'est une bonne surprise, c'est positif. C'est une mauvaise surprise pour moi parce que ça ne reflète pas... Vous dites que c'est au-delà de vos, oui, ça ne reflète pas, de vos prévisions. Oui, ça ne reflète pas le niveau réel des élèves. Parce que le niveau réel des élèves, elle est là. Elle est démontrée par les évaluations internationales, elle est démontrée même par les évaluations nationales, par le PNIA. Oui. Et donc, comment expliquer que ces élèves qui sont faibles lorsqu'ils participent aux évaluations internationales, ils deviennent forts lorsqu'ils participent aux évaluations ou bien aux examens du baccalauréat. Donc ça, c'est un élément très important sur lequel il faut insister. J'aimerais bien faire réagir sur cet élément-là, si vous le permettez. Okay. Sinaji, j'aimerais bien faire réagir justement un directeur d'académie par rapport à ce que vient d'avancer Abnasser Naji, qui est un expert justement en termes de qualité de l'enseignement et qui est au courant des évaluations diverses de nos élèves. Oui, puisque c'est Abnasser en tant qu'expert, il doit savoir que l'examen du bac, ce n'est pas un test international. L'examen du bac, c'est des questions pour vérifier que les acquis sur un cadre de référence bien identifié, sur un programme bien identifié spécifique, ils sont vérifiés, ils sont acquis par les élèves. Et ceux qui ont, je dirais, un seuil de maîtrise, un seuil de réussite, ils vont avoir leur bac. Alors qu'au niveau des tests, au niveau international, il y a des compétences sur lesquels il y a un consensus, et c'est très différent. Ça, on peut toujours le vérifier. Essentiellement, dans les tests, oui, adjuger les seuils de maîtrise de nos élèves dans plusieurs tests, ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend, mais il y a maintenant, on va en parler tout à l'heure, avec le projet de réforme, notamment École Pionnière, on constate maintenant le travail qui se fait au niveau du primaire et qui va commencer, Inch'Allah, l'année prochaine au niveau du collège, qu'il y a une nette amélioration au niveau du seuil de maîtrise des élèves. Donc, cette comparaison, si on peut dire, mais je pense que c'est très simpliste, puisqu'on a des seuils de maîtrise au niveau du test international, ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend, comment peut-on comparer deux choses qui ne sont pas comparables? Les unités de mesure, la mesure, dans les deux moments, c'est différent. Donc, ce qui fait les comparaisons ne sont pas là. D'accord. Merci pour cette réponse. On va peut-être laisser Abnasser Naji finir son propos. Oui. Donc, le deuxième élément, Sinaji. Non, je réagis déjà par rapport à ce qui a été dit par notre ami c'est Mohamed Aouaj. Moi, j'ai parlé des évaluations internationales, mais en même temps, j'ai parlé de l'évaluation nationale, qui est le PNIA. Et le PNIA, c'est une évaluation qui concerne le curriculum national. Et par rapport à cette évaluation nationale, il est notamment dit que le pourcentage de nos élèves qui maîtrisent le programme au niveau du primaire ne dépasse pas 30%. Et ceux qui maîtrisent le programme scolaire au niveau du collège ne dépassent pas 10%.
Ça veut dire que ce sont deux choses comparables. Comparer l'évaluation nationale et l'évaluation du... Qu'est-ce qui a fait que 68% ont eu le bac? C'est très simple. Le niveau de l'examen du baccalauréat de cette année était plus faible que le niveau escompté. Le niveau cela n'engage que vous. Oui, ça m'engage, ça m'engage pour moi, mais je pense parce qu'on a adapté l'examen du baccalauréat au niveau des élèves et non pas adapté le niveau des élèves à l'examen du baccalauréat. On a essayé... Sur quelle matière en particulier? D'abord, on a adapté le programme scolaire. Première chose qui a été réalisée par le ministère, c'est l'adaptation du programme scolaire. Et circonscrire le programme scolaire sur une base qui soit en cohérence avec le temps qui a été perdu, de 3 mois. Deuxièmement, l'examen de baccalauréat, si on juge par exemple les déclarations des élèves qui sortent de l'examen et qui ont révélé que les examens de cette année étaient plus faciles que les examens de l'année dernière. Mais ils ne l'ont pas passé 2 fois, cet examen de bac? Non. Si vous dites qu'il est plus facile. Moi, je compare les mais déclarations. Si on prend les déclarations des élèves, comment un élève qui passe son baccalauréat en 2024, il peut savoir si les questions étaient plus faciles que... Je compare les déclarations de cette année aux déclarations de l'année dernière. Les déclarations de Après, l'année dernière... je ne sais pas si c'est une bonne référence, ces déclarations, parce que c'est plus du show où on a vu que les élèves, ils ont pris cette fâcheuse habitude de donner des déclarations à certains organes de presse, si on peut l'appeler ainsi, pour faire le show et pour faire le buzz, il faut le dire. Hein. Et j'en ai vu où tous sortaient en disant c'est difficile, ils ont été durs avec nous. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Oui. Je parle en toute objectivité, en tant qu'observatrice aussi de ce qui se dit, de ce qui se trame dans l'opinion publique. J'ai analysé la plupart des déclarations qui ont été faites après, et j'ai trouvé que la plupart des élèves disaient que l'examen de cette année était facile. Et pour vous, c'est un baromètre pour l'expert que vous êtes, pour l'académicien? Est-ce que c'est un baromètre pour savoir si l'examen était plus facile cette année? C'est un indicateur, ce n'est pas un baromètre, mais c'est un indicateur à côté d'autres indicateurs. Et de toute façon, lorsque j'ai un élève moyen marocain qui ne maîtrise pas les connaissances de base, les compétences de base, et d'après même les déclarations de M. le ministre, il ne maîtrise pas les compétences de base. Comment se fait-il que ces mêmes élèves, l'élève moyen, qui arrive au baccalauréat, il peut réussir facilement l'examen du baccalauréat? En plus de ça, vous avez un contrat qui est le contrat de performance qui a été signé entre le ministère de l'Éducation nationale et les académies, et en même temps entre les académies et les directions provinciales, dans lesquelles nous avons c'est-à-dire les directeurs d'académie, les directeurs provinciaux se sont engagés à atteindre un niveau de réussite au baccalauréat qui arrive à 85%. Donc ce ne sera pas une surprise si le taux de réussite au baccalauréat après le rattrapage arrive à 85%. On pourra rattraper quand même 20% oui, à peu près, parce que l'année dernière, c'était 59% pour la première session, et on est arrivé à, je crois, 78%. Donc une moyenne de 20-25% qui peut être acquise pendant les sessions de rattrapage. On peut facilement arriver à 85%. Pour ceux qui vont passer le rattrapage. Alors, si vous permettez. Oui, bien sûr, Siawaj. Avec un grand plaisir. Encore une fois, Serge Nasser, mon ami, je ne suis pas d'accord avec vous. Premièrement, il n'y a pas eu 3 mois de grève. Ça, d'une part, on peut les calculer par jour. Deuxièmement, quand il y avait des journées de grève, on n'avait pas un pourcentage de 100%. Ça, d'un côté. Comparer des tests, même le PNIA, à l'examen du bac, vous êtes mieux placé que moi, Serge Nasser. Vous savez très bien que pour réussir le bac, il y a 3 composantes. Il y a l'examen national,
il y a le contrôle continu de toute l'année, il y a l'examen régional. Donc ça se joue sur 2 années. Ce n'est pas un test de 48 heures. Donc ce qui fait, je ne remets pas en cause les résultats de PNIA, je dis que ce n'est pas comparable. La troisième idée, et là je suis totalement en désaccord, qu'est-ce que ça a à voir des contrats de performance ou quelle nuance vous voulez faire entre le fait qu'on a signé des contrats de performance avec une petite modélisation sur la base des taux de réussite des dernières années et on a fixé un taux de réussite tout à fait normal comme étant une estimation, on va voir l'année prochaine est-ce qu'on va l'atteindre ou pas l'atteindre, qu'au niveau des examens, au niveau des budgets, au niveau des bâtiments, qu'est-ce que ça a à voir avec l'atteinte, l'amélioration des taux de réussite? Quelle nuance? Est-ce que puisqu'on a signé, on a pu avoir un taux? Mais désolé, quatrième point, sur lequel je ne suis pas d'accord, surtout vu votre qualité d'expert, quand on dit que les examens du PAC cette année, d'après les déclarations des élèves, quelle objectivité? Je sais très bien que vous, votre ONG, si elle a une qualité, c'est l'objectivité et le fait d'avoir le recul par rapport et au ministère, par rapport. Donc cette déclaration, c'est je dirais comme ça, khawater, comme ce qu'a dit notre grand journaliste, ceux qui cherchent le buzz à côté d'un lycée ou des déclarations pour faire des vues, mais ça n'a rien à voir avec un expert en évaluation de votre taille. Donc sur les 4 points, je dirais qu'on a pu atteindre les 67, voire même 68 points d'augmentation grâce, faisons confiance un petit peu à l'école publique, l'école marocaine, faisons confiance à nos enseignants, nos inspecteurs. On a adapté. On n'a rien adapté. On a adapté les dates. Il faut voir le cadre de référence et comparer, faire une analyse cadre de référence cette année avec celui de l'année dernière. Prendre les sujets, faire une analyse qualitative des sujets et des contenus. Les sujets de cette année avec l'année dernière. Est-ce que la France, dont vous avez donné l'exemple, les résultats des tests en France sont les résultats de bac de la France? On a vu ces 2 dernières années, 3 dernières années, la France s'est déclassée. Et en même temps, ils ont un taux de réussite qui dépasse les 90%. Très bien. Alors, puisque vous avez parlé de la France, il y a ce professeur français, et ça a été largement relayé sur les réseaux sociaux, qui était épaté par le niveau de mathématiques, par le niveau de l'épreuve de mathématiques au bac. Il s'appelle Lucas Marcarian, et il a déclaré « Imaginez leur niveau au Maroc, mais ils nous démontent ». Fin de citation. Vous avez vu ce qu'ils font au Maroc, bravo le Maroc, votre sujet donne envie. Et là, il parle de l'épreuve de bac de mathématiques, beaucoup plus difficile que celui de la France. Je ne sais pas il n'a pas précisé si c'était pour les sciences maths ou les autres, mais en tout cas, parce que vous avez parlé de la France et on parle un peu de ce qui circule sur les réseaux sociaux, je ne voulais pas évoquer cela, mais c'est venu dans la discussion. Oui, c'est ouais. Mais ce n'est pas une référence. Après, effectivement, de manière empirique, on ne peut pas se baser sur une déclaration d'un prof ou les déclarations des élèves pour dire que telle ou telle épreuve était plus facile qu'en France ou plus facile que l'année dernière. Alors, s'il vous plaît, juste pour qu'on reste un peu dans le débat, donc est-ce que vous pensez aussi qu'il y aurait des disparités entre les régions, en sachant que la moyenne la plus élevée, les 2 moyennes les plus élevées ont été enregistrées, encore une fois, par des filles, élèves, à Casablanca. Est-ce que c'est un peu normal que ce soit à Casa, parce qu'il y a beaucoup plus d'étudiants, beaucoup plus d'élèves, beaucoup plus de bacheliers, c'est Abna Sarnaji? Je vais revenir un petit peu au débat qui a été soulevé par Siaouej. Oui, mais on n'est pas là pour un dialogue. Enfin, je veux dire, il a répondu, vous avez répondu. Bon, vous pouvez prendre quelques secondes pour y répondre, pour nous permettre aussi d'avancer dans le débat général. Merci, Siaouej. Bon, je suis d'accord avec Siaouej que pour juger de la valeur de l'épreuve ou bien des épreuves de bac, il faut faire une analyse de contenu et une comparaison entre les examens de cette année et les examens de l'année dernière. Et franchement, moi, ça, je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas comparer les 2 examens à travers cette analyse. Mais le fait de dire que
l'examen de cette année son niveau était plus faible que les autres années. Cette conclusion, je l'ai faite à travers l'analyse dont j'ai parlé tout à l'heure concernant le niveau global de nos élèves. C'est ça l'argument le plus important pour moi. Ça. Le PNIA, c'est un argument très important et d'ailleurs les autres organismes, même les organismes internationaux, se basent sur cette étude de PNIA pour définir le niveau réel de nos élèves. Même la Banque mondiale, par exemple, il se base sur le PNIA. Il a même mis en place un indice, ou bien un indice de capital humain, qui se base sur un indicateur appelé le nombre d'années de scolarité ajusté par la qualité d'apprentissage. Et sur cet indicateur, nous avons 6,5 années. Ça veut dire que le nombre d'années de scolarité qui normalement arrive à 11,5, il est réellement à 6,5. C'est comme si vous disiez que celui qui décroche le baccalauréat n'a normalement que le niveau de la première année du collège. Et ça nous interpelle. Ça interpelle la qualité de nos systèmes éducatifs et ça nous interpelle sur la façon de procéder par rapport à cet examen du baccalauréat. Comment doit être l'examen du baccalauréat? Est-ce que l'examen du baccalauréat doit refléter la qualité réelle de nos élèves ou bien seulement c'est un passeport pour l'enseignement supérieur et peut-être la formation professionnelle? D'ailleurs, nous avons 20% de nos étudiants qui quittent l'université dès la première année. Ça veut dire que ceux qui décrochent le baccalauréat ils n'ont pas tous le niveau escompté pour poursuivre leurs études au supérieur. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ou volonté, hein. On ne peut pas généraliser non plus. C'est le niveau ou la volonté, ça dépend. On ne peut pas généraliser, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas tous. C'est une question de niveau. C'est pour ça qu'ils décrochent, non? Ils n'arrivent pas à poursuivre. Ils ont trouvé un job dans un call center, ils préfèrent continuer sans pour autant. Non, on ne peut pas généraliser. Je ne peux pas contester des chiffres sur des études empiriques, fine. Mais si on met comme ça des affirmations ou des thèses et des généralités, on ne peut pas non plus généraliser le fait que le décrochage, c'est principalement à cause du niveau. Que dire du chiffre qui révèle que 59% de nos étudiants n'arrivent pas à avoir leur licence? Ça, c'est pour l'enseignement supérieur. Oui, bien sûr. Donc, c'est le bac plus 3, c'est ça, la licence? Oui, la licence, c'est le bac plus 3. Oui. Donc, peut-être qu'on traitera cette question lors d'une émission sur l'enseignement supérieur, mais on va Dernière question sur le dépôt de réclamation ouvert jusqu'au 29 juin. Pourquoi faire, Mohamed Aouaj? Les réclamations pour pouvoir vraiment vérifier les notes des élèves. Tout d'abord, j'aimerais bien préciser que durant ces 2 dernières années, il y a eu beaucoup de questions du bac, à savoir la digitalisation l'année dernière avec une signature électronique qui permet aux élèves d'avoir un diplôme électronique et ce diplôme contient un code et ça leur permet l'inscription sans pour autant avoir recours à tout ce dossier qu'on faisait. Bien sûr, on va garder le carton de papier et on l'a donné aujourd'hui au directeur provincial pour qu'il le remette aux élèves. Mais c'est déjà ça. Deuxième changement dans la gestion, c'est que cette année, il y a une partie qu'on appelle compostage ou anonymat a été réalisée et grâce à l'accompagnement de l'université Mohamed VI et l'équipe de Bendrir, que ce soit l'année dernière et d'ailleurs, le Maroc a eu un prix tunisien sur cette expérience. On a eu un prix mondial qui a été remis aux équipes marocaines. Donc, ce qui fait, cette digitalisation permet, premièrement, de sécuriser, deuxièmement, d'assurer l'anonymat et de minimiser les erreurs. Toujours est-il qu'on commence à recevoir, il y a toujours des élèves qui remettent, des parents qui remettent en cause certaines notes, ils ne sont pas satisfaits de la note, ou bien ils croient qu'ils ont mieux que ça. Et chaque déclaration sur Talim.ma, chaque élève a une adresse mail, et il inscrit sa déclaration ou bien sa plainte, et sur place on a des équipes
assurés par des inspecteurs et des collègues qui gèrent les examens. On reprend les copies, on vérifie les erreurs matérielles. On ne refait pas la correction des copies, mais on refait le calcul des notes. On vérifie la note avec, c'est ce qu'on appelle collationnement, ou bien s'il y a une partie qui n'a pas été corrigée ou omise par les enseignants. Jusqu'à maintenant, on a reçu quelques 70 déclarations, on a vérifié une vingtaine, et il n'y a aucune, c'est la note exacte qu'ils ont reçue. On continue à le faire dans la sérénité, et c'est un droit aux parents et aux élèves pour pouvoir vérifier, puisqu'on a beaucoup de 300... Avant la session de rattrapage qui est prévue donc en juillet. Oui, on le fait dans l'immédiat. Quand on reçoit par exemple les 70, les 20 qu'on a corrigés le matin ou les 50 qu'on a reçus, cette nuit, ils auront la réponse. S'il y a un changement, on le met directement, on corrige. Si on n'a pas, on informe l'élève ou la famille qu'il n'y a pas d'erreur. Bien sûr que la session de rattrapage, examen régional et candidat libre, ça va commencer le 3 et ça va continuer jusqu'au 12. Inch'Allah, nous leur souhaitons bon courage, mais pourvu que cette session de rattrapage soit meilleure que la session normale. Alors, on veut justement, Sinaji, on veut améliorer cette qualité de l'enseignement. Il y a une feuille de route qui rentre un peu dans la grande stratégie à l'horizon 2030, une feuille de route 2022-2026, parmi les axes principaux. Il y a cet enseignement primaire, une nouvelle vision, une révolution, j'ai envie de l'appeler. Petit Haj Hamdouni, les écoles pionnières, elles ont déjà commencé. C'est une expérience qui a déjà commencé. On commence déjà à en voir les résultats au bout d'un an sur les écoles pilotes. Oui, alors peut-être que je ferai le lien avec le premier débat. Comme disait M. Nagy, il y a un mal, c'est vrai, on le déclare, mais il ne faut pas aussi nier cet espoir qui s'ouvre devant ces bacheliers et il ne faut pas l'estomper avec nos doutes d'aujourd'hui. On a des données probantes, effectivement, qui déclarent et qui focalisent et qui découvrent ce mal à l'origine. Et c'est dans cette mouvance de clairvoyance aussi que s'inscrit ce projet, l'école pionnière. On commence d'abord peut-être par l'espoir. L'espoir, on a un changement positif possible. Ce n'est pas une fatalité. Le mal que vivent nos élèves dans les classes n'est pas une fatalité, c'est une succession peut-être de malchance, une succession de circonstances qui ont contribué à un mal. Mais déjà, comme vous dites, l'école pionnière commence à apporter des réponses, commence à apporter des résultats. En ces temps-ci, maintenant, se passe une évaluation externe. Qu'est-ce que vous appelez par évaluation externe, madame? C'est une évaluation, bien sûr, par un organisme spécialisé, c'est JIPAL, spécialisé en évaluation. Il mène actuellement une évaluation comparative entre les écoles pionnières, des élèves des écoles pionnières et un autre échantillon, bien sûr, des écoles non pionnières. C'est sur la base des notes aussi des élèves, non? C'est sur la base d'une évaluation standardisée, sur la base d'un référentiel qui est basé sur notre curriculum actuel. Est-ce que les notes sont un critère pour savoir si l'expérience a marché ou pas? Très bien. Ce ne sont pas les notes. Et c'est là où je rejoins Monsieur Nagy, ce ne sont pas les notes et ce n'est pas une évaluation taillée sur les élèves ou bien sur le niveau des élèves. C'est une évaluation critérée, c'est une évaluation standardisée basée sur un référentiel. Un référentiel, bien sûr, qui est en synergie et bien sûr en parfaite concordance avec ce qui est enseigné. Ce qui est enseigné, c'est ce qui est évalué. Mais l'évaluation n'a aucun rapport avec les notes. Maintenant se passe cette évaluation qui va, bien sûr, nous faire révéler l'état réel. Est-ce que nos élèves, dans les écoles pionnières, apprennent mieux quand les conditions
leur sont bien sûr assurés. Qu'est-ce qu'une école pionnière? Si on devait retenir, bon, on a vu les communiqués de presse, etc., exactement, la communication autour des écoles pionnières, mais qu'est-ce qu'on doit retenir? Quels sont, disons, les 3 éléments essentiels d'une école pionnière? On sait que c'est basé sur l'élève, l'enseignant, l'école, mais admettons, par exemple, on va prendre que pour l'enseignant. Quels sont les 3 critères pour qu'un enseignant soit éligible ou en tout cas soit labellisé pionnier? Qui fait partie d'un établissement ou d'une école pionnière. Alors, tout d'abord, c'est son engagement. C'est un enseignant engagé pour la réussite méritée de ses élèves. Il est engagé pour cette réussite méritée et pour la maîtrise pour tous et non pas pour une élite de sa classe. C'est un enseignant conscient que sa formation contribuera bien sûr au développement des capacités et des apprentissages de son élève. Donc, c'est un enseignant suivi, accompagné par une formation continue de qualité, une formation continue certificative, qui met en valeur, bien sûr, ses capacités et ses compétences professionnelles. Un enseignant d'une école pionnière, enfin, c'est un enseignant qui est conscient de son acte pédagogique et il adopte l'efficacité comme totem, comme ligne directrice dans son acte pédagogique. C'est un enseignant, je finis avec ça, c'est un enseignant qui ne simule pas l'enseignement, qui enseigne réellement à des élèves qui apprennent réellement et qui n'actent pas l'acte d'apprendre. C'est très positif, c'est très optimiste. Dernière petite question sur cela. Comment on peut évaluer l'engagement? Comment on peut évaluer le sérieux Très bien. Parce que ce que vous dites est très beau, en théorie. Mais après, sur le terrain, comment on peut savoir si cet enseignant il est vraiment engagé, s'il ne simule pas? Exactement. Et si vraiment il donne sa chance à tous? Exact. Alors, on est passé par une année scolaire extraordinaire. En connaissant aussi les problèmes qu'il y a eu avec les enseignants. C'est ça, voilà. Alors, ce tumulte par où on est passé, tout ça, a démontré déjà que nos enseignants, s'ils voient les résultats, s'ils voient que c'est réel, que ce n'est pas juste, on va dire, une simulation ou bien une réforme parmi d'autres, ils l'ont senti par eux-mêmes. Et c'est pour ça que malgré les contestations, malgré les doutes autour de cette école pionnière, l'école pionnière a démontré sa résilience. On est resté jusqu'au bout et les enseignants ont démontré leur engagement déjà par D'ailleurs, ce qui démontre leur engagement, c'est historique. Maintenant, on est le 27. Les élèves sont toujours dans les classes. C'est une première. Alors là, on parle de 626 écoles. Sur le projet pilote, 626, bien sûr dans les villes, mais aussi dans le milieu rural. Exactement. Donc, qui ont fait l'objet de ce projet pilote qui a bénéficié à 322 000 élèves, 10 700 enseignants encadrés, 158 inspecteurs pédagogiques, comme vous êtes, madame. Alors, Sinégie, je voudrais bien sûr, je vais vous interpeller sur les écoles pionnières, c'est votre spécialité. Et on en a déjà parlé sur ce même plateau. On est très ambitieux. L'année prochaine, on compte couvrir 30% des élèves dans des écoles pionnières. C'est une bonne chose pour les bacheliers de demain. Selon vous, est-ce que vous partagez cet optimisme? Moi, je suis toujours optimiste de nature. Et même si dans mon discours, j'insiste sur les réalités et sur les mots qui existent dans notre système éducatif. La raison, les mots MAUX, hein? Oui. Pourquoi j'insiste? C'est pour qu'on ait conscience que notre système éducatif ne va pas bien. Il y a bien sûr beaucoup
de choses qu'il faut revoir. L'image n'est pas aussi parfaite qu'on peut le croire. Et donc, il faut avoir le réalisme pour affronter les problèmes dont souffre notre système éducatif. Les écoles pionnières peuvent apporter un remède qui peut être durable pour notre système éducatif, à condition de respecter plusieurs principes sur lesquels on ne peut pas se passer si on veut, bien sûr, faire progresser notre système éducatif. Alors la première chose, c'est que l'école pionnière, il se base bien sûr sur l'élève, l'enseignant et l'établissement scolaire, et ce sont les piliers de base pour construire un bon système éducatif. Ça, c'est un point positif. Deuxième point positif, c'est que l'école pionnière, pour la première fois peut-être au Maroc, veut avoir comme principe directeur la qualité des apprentissages. Pas seulement comme objectif, mais également comme processus qui doit être réalisé au sein de ces écoles pionnières. Il y avait bien sûr une expérience, moi je ne veux pas parler de cette expérience parce qu'elle me concerne personnellement, dans le système éducatif national. Mais c'est quoi cette expérience? Parce que du coup, vous avez attisé notre curiosité. Vous parlez d'une expérience, on veut bien savoir laquelle. Oui, c'est une expérience de mise en place de standards qualité au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Ça se passait entre 2010 et 2012, lorsque j'étais au sein du ministère, la direction centrale chargée de la qualité. Oui. Donc cette expérience, c'était une expérience pilote dans certaines académies, dans certains établissements scolaires. Aujourd'hui, moi, je me réjouis de voir que le ministère de l'Éducation nationale table sur la qualité pour faire progresser notre système éducatif. Mais bien sûr, il y a des écueils, il y a je dirais, des points de vigilance qu'il faut soulever pour pouvoir avancer dans le bon sens et non pas faire seulement faire de l'école pionnière une mode. Il faut en faire un mode de gestion qui soit durable et qui soit perpétuel dans notre système éducatif. Alors la première question, c'est la question de l'évaluation, soulevée par Stada Hamdouni. Il a dit que jusqu'à présent, nous n'avons pas d'évaluation externe de ces écoles pionnières. L'évaluation externe vient de commencer, elle est en cours. C'est ce qu'ils font maintenant. Oui, c'est ce qu'ils font maintenant. Donc, ce qui se faisait, ça se faisait en interne. Donc, en fait, on fait de l'auto-audit de programmes que nous mettons en place sans un regard. Alors, qu'est-ce qui explique que le ministère de l'Éducation nationale nous dit depuis novembre que les écoles pionnières sont une réussite sur la base d'une évaluation interne qui a été réalisée dans quelques établissements concernés, alors qu'on ne peut pas juger de la valeur d'une expérience que si l'évaluation, d'abord, elle est externe, ensuite, elle est faite après la fin du projet. Alors, le projet, il n'était qu'une phase d'amorçage. De lancement, absolument. De lancement, de novembre. Et il est lancé en fanfare, en grand fanfare, que les élèves ont gagné 2 ans d'apprentissage. Rien qu'après avoir bénéficié de 2 mois, moins de 2 mois de soutien scolaire par la méthode TARL. Moi, je trouve ça impensable. C'est impensable. On ne peut pas avancer de tels chiffres
après une évaluation de 2 mois, dans des circonstances qui sont connues, dans des circonstances de grève. Parce qu'en novembre, c'est en plein grève de l'éducation. Donc, moi, je pense que le ministère de l'Éducation nationale doit nous donner des données qui sont d'abord fiables, ensuite crédibles, et qui renforcent le crédit de confiance au sein des enseignants, en plus de ça, au sein de l'opinion publique. Envers l'école publique. Oui, envers de l'école publique. Madame Tiaj Hamdouni, peut-être elle a une réponse par rapport à ça. Mais vous avez répondu en partie à cela parce que vous avez dit que l'évaluation a été confiée à un organisme. Exact. Mais M. Nagy parlait d'une autre évaluation qui a été faite en interne, certes, mais qui a été doublement vérifiée. Et a été vérifiée en interne comme en externe. Et c'est l'évaluation qui a suivi, bien sûr, la session de remédiation intensive TARL. Cette évaluation et les chiffres qui en ont découlé, bien sûr, sont fiables et leur fiabilité a été mise à l'épreuve par cette double vérification. Il faut voir cette évaluation. Certes, elle est faite par nos enseignants, par les enseignants, mais ce double processus de vérification prouve sa validité et le taux de validité de ces résultats dépassait les 70% pour les 2 vérificateurs, internes comme externes. D'ailleurs aussi, l'INE a mené sa propre enquête complètement, bien sûr, indépendamment du système. Et on espère obtenir aussi ces résultats et, bien sûr, éclairer encore plus le chemin vers lequel. C'est pour ça, monsieur, puisque l'évaluation, on va dire, de tout le projet avec toutes ses composantes n'a pas encore pris fin. C'est pour ça qu'on n'est pas allé directement vers la généralisation, c'est juste un élargissement, puisque... Élargissement quand même qui est important, voilà. Parce qu'on parle on passe de 600 établissements pour cette année en cours, enfin qui vient de se terminer, à plus de 2600 dès la rentrée prochaine. Dès la rentrée prochaine, effectivement. Donc 2000 établissements en plus. En plus, et cet élargissement, bien sûr, il a été guidé par les premiers résultats prouvés scientifiquement déjà pour TARL de l'efficacité. Pourquoi attendre de sauver ces élèves? Vous avez parlé de 20%, 30%. Ces mêmes, bien sûr, pourcentages ont été prouvés aussi et démontrés par cette évaluation TARL. Gagner 2 années ou 4 années pour certaines disciplines, ça a été prouvé. Pour certains élèves, on ne dit pas qu'on comble toutes les lacunes, ou bien que l'élève, en 6 semaines, il peut couvrir les apprentissages des 4 ans. Mais au moins, sur les fondamentaux, on est sûr qu'on obtient maintenant une clé de réussite et que ces fondamentaux qui font défaut à 80% de nos élèves ne soient plus une fatalité. Quand verra-t-on les retombées de ce programme concrètement, Petit Haj Hamdouni? Alors, très très prochainement, Inch'Allah. C'est-à-dire alors, ça va être communiqué probablement vers le mois d'octobre. Non, mais sur les élèves, par exemple, si un élève suit son cursus dans une école pionnière, est-ce qu'on va commencer à voir les résultats sur l'élève, sur l'apprentissage, sur la performance de l'élève, à partir de combien d'années? À partir, je vais dire, d'une année déjà, parce que cette année-là, et ça aussi, je n'ai pas voulu les citer, parce que ce n'est pas des données probantes, mais il faut entendre les enseignants, il faut entendre les parents. On attend de collecter de façon, on va dire, empirique ces résultats pour les déclarer. Mais déjà, les enseignants, tous les enseignants
Vraiment, c'est tous les enseignants. On a des groupes et des moyens de communication directs avec les enseignants engagés dans ce projet. Ils disent tous qu'en cette année, avec tous les arrêts opérés, ils n'ont jamais connu un rendement aussi élevé à la fin de l'année par rapport à leur toute une carrière. J'étais dans la classe d'une enseignante qui sort en retraite cette année-là. Elle enseigne la 6e année. Elle m'a dit qu'en 40 ans d'exercice, je n'ai jamais autant été satisfaite de mon rendement que cette année. Les contestations, voilà. C'est une page tournée? Les contestations, ce n'est toujours pas une page tournée. Et les contestations, c'était autre chose. Ce n'était pas au sujet de l'école pionnière. Et d'ailleurs, nos enseignants disaient toujours, on n'est pas contre l'école pionnière, on y croit. Et c'est pour ça qu'ils ont continué à y croire, malgré vraiment, il y avait un doute énorme sur tout. Parce qu'en fait, pour être labellisé, il faut être engagé, il faut avoir suivi une formation. Et bien sûr, il y a eu des primes financières pour les cadres et les enseignants, n'est-ce pas? Alors, une fois labellisé, est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a un suivi des activités de ces écoles pionnières? Alors, le suivi... Après labellisation. Après labellisation, bien sûr. Déjà, en ayant goûté au succès, à la performance, je ne pense pas, et ça aussi, ce sont les citations de nos enseignants, de nos chers enseignants, ils disent qu'ils ne se voient pas retourner vers un autre système d'enseignement. Déjà, le suivi sera assuré. Il est assuré par un encadrement de proximité. Les inspecteurs, maintenant, on compte un inspecteur pour 5 écoles. Il y a un suivi régulier et c'est un suivi d'accompagnement principalement. Les enseignants se disent écoutés. Chaque témoignage, chaque remarque émise par les enseignants est prise en considération à l'instant même. Et on espère continuer ainsi. Et nous reviendrons, vous avez évoqué tout à l'heure la date d'octobre, certainement après la rentrée, Inch'Allah, oui, Inch'Allah. Pour peut-être faire un bilan d'étape, peut-être avec vous, avec moi en tout cas, avec le ministère. Merci beaucoup, Petit Haj Hamdouni. Merci, Abnasser Naji. Malheureusement, le temps de l'émission s'est écoulé. Cela vous étonne, à la fin de chaque émission, vous n'êtes jamais rassasié. Malheureusement, on n'a que 52 minutes pour débattre d'un sujet qui mériterait beaucoup plus, mais voilà, nous y reviendrons. Beaucoup de choses méritent d'être... Exact. Oui. Merci beaucoup à vous également, Mohamed Aouaj, directeur de la REF Tanger Tétouan Al-Husseima. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'Actu. Très bonne soirée.